Merci beaucoup. Bonjour à tous et à tous. Hello, everybody, and welcome to this webinar. So for the English-speaking people, there is simultaneous interpretation you can use. So if you don't find it, I'm sure you will find it. But if you don't, please ask it in the chat and we will make sure to help you to find it. Alors, mon nom est Marie-Julie Desrochers. Je suis la directrice générale de la Coalition pour la diversité des expressions culturelles. Et je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir à cette petite conférence virtuelle. Je suis en compagnie d'Iris Buchère, qui est productrice et aussi présidente de l'Union syndicale de la production audiovisuelle, l'USPA, en France, et aussi de Guillaume Prière, qui est de directeur des affaires institutionnelles et européennes à la SACD, ainsi que secrétaire général de la Coalition française pour la diversité des expressions culturelles et président de la Fédération internationale aussi des coalitions. Alors, voilà, ce n'est pas moi qui serai animatrice aujourd'hui, vous serez entre les bonnes mains de Chloé Sandervost, mais je voulais quand même souhaiter la bienvenue à tout le monde à cette conférence qui a été stimulée par la publication presque simultanée d'une lettre de nos invités, mais de aussi 71 autres organismes culturels français pour alerter en fait au sujet de l'intelligence artificielle et de ses liens avec le droit d'auteur, plus généralement avec la culture. Donc, cette lettre-là a été publiée le 29 septembre dernier dans Le Monde, 2 jours après que la coalition ait aussi publié une lettre sur un sujet similaire dans la presse ici au Canada. Donc, nous sommes vraiment ravis d'avoir la chance d'avoir ces invités en présence avec nous à Ottawa et de profiter de cette occasion-là pour avoir une discussion sur ces enjeux qui nous intéressent tous au plus haut point en ce moment. Alors, je vous souhaite une belle conférence et je laisse maintenant la place à Chloé. Merci beaucoup Marie-Julie, Guillaume, Iris, je suis extrêmement heureuse de pouvoir avoir cette conversation avec vous et avec toutes les personnes qui sont en ligne aujourd'hui. Good afternoon everyone and thank you for joining us for this virtual event. On a un beau plan de route. Comme Marie-Julie le mentionnait, il y a cette tribune qui a été publiée qui va nous servir de point de départ. Et la conversation qu'on a en ce moment, elle s'inscrit dans une multitude de conversations qui ont lieu un petit peu partout dans le monde. Il y a quelques jours à Paris, l'UNESCO réunissait le milieu de l'audiovisuel pour parler de l'impact de l'intelligence artificielle sur la culture. On sait qu'à Bruxelles aussi, on est en train de travailler sur un règlement pour encadrer l'intelligence artificielle. En Grande-Bretagne, il y aura un sommet sur la sécurité dans plusieurs jours. Donc, beaucoup d'événements qui ont lieu. Vous avez choisi le bon événement cet après-midi parce que la culture joue un rôle essentiel dans toutes ces conversations sur l'intelligence artificielle. Et c'est ce qu'on va donc aborder aujourd'hui. On va avoir une période de discussion d'à peu près une quarantaine de minutes pour faire le tour donc de cette tribune, parler des perspectives françaises sur la culture et l'intelligence artificielle. Et par la suite, eh bien, on a hâte de pouvoir recevoir vos questions à vous tous qui nous écoutez en ce moment pour pouvoir les aborder avec nos panélistes. Alors, il y a beaucoup de questions qu'on va aborder. Elles n'auront peut-être pas toutes des réponses. Je pense qu'il faut, en partant, faire preuve de cette humilité quand on parle de l'impact de l'intelligence artificielle aujourd'hui. On va les aborder aussi avec curiosité, puis je vous proposerai quelques liens avec l'actualité tout au long de notre rencontre. Alors, est-ce qu'on est prêt? On se lance. Mais commençons justement par parler de cette tribune qui a donc été publiée dans les pages du Monde à la fin du mois dernier. J'aimerais, pour commencer, que vous nous situiez un petit peu dans le contexte français, chacun sur les organisations, les associations que vous représentez. L'intelligence artificielle aujourd'hui, comment elle vous touche et qu'est-ce qui a mené finalement à la signature de cette lettre collective? Peut-être Iris? Elle nous touche, nous, USPA, nous producteurs, nous créateurs, mais j'ai envie de dire nous tous tout court en fait, que ce soit en France, ici au Canada ou partout dans le monde. Et pour répondre à votre question, ça c'est arrivé de façon un peu floue, j'ai envie de dire, dans le sens où on sentait de plus en plus vite l'importance et la pertinence de cette interrogation et qu'elle allait nous frapper frontalement à un moment donné. C'est déjà le cas. Et en discutant entre nous, aussi avec les autres organismes qui sont tous signataires de cette lettre ouverte à laquelle vous faites mention, ça nous paraissait important de mettre ça un peu sur la place publique, d'où Le Monde, qui a quand même, c'est le plus grand journal en France, et pour tout simplement lancer une sorte de
c'est comme le domino, il faut appuyer sur le premier petit morceau de domino et après ça va tomber petit à petit et donc faire du bruit pour réveiller les consciences, notamment dans le monde de la culture, avec un point précis en ligne de fuite, et Guillaume en parlera beaucoup mieux que moi, c'est évidemment le droit d'auteur, parce que le principe de l'intelligence artificielle, on ne l'arrêtera pas. Il va rentrer dans nos vies, il l'est déjà. Maintenant, la seule chose, il me semble, qu'on puisse faire, c'est de s'en emparer et de l'encadrer, notamment pour protéger les créateurs de contenus qui seront encore de plus en plus utilisés pour créer de nouveaux contenus. Donc, encore une fois, on n'arrêtera pas cette évolution-là, mais on pourra l'encadrer. Guillaume, vous avez un double chapeau aujourd'hui, à la fois comme directeur des affaires institutionnelles, donc pour la Société des auteurs-compositeurs dramatiques, et comme président de la Fédération internationale des coalitions pour diversité culturelle. Quelles sont les préoccupations que vous entendez parmi vos membres par rapport à tout ce dont Iris vient de parler? Les préoccupations dont on entend parler, alors je vais d'abord parler en tant que SACD, c'est vrai qu'on a beaucoup de créateurs, d'auteurs, scénaristes, réalisateurs d'audiovisuel et de cinéma. Et c'est vrai que cette question de l'intelligence artificielle, finalement, l'intelligence artificielle, c'est pas totalement nouveau. Il y a eu d'ailleurs des premières réflexions il y a 3 ou 4 ans, il y a des rapports qui avaient été rendus, mais tout cela finalement semblait un peu lointain. Et c'est vrai qu'on a tous finalement été rattrapés par ChatGPT quand c'est sorti, et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on a vu non seulement que la culture, la création allait sans doute faire partie des premiers secteurs véritablement impactés par le développement de l'intelligence artificielle, et que dans les réflexions institutionnelles qui pouvaient exister, finalement, la culture et le droit d'auteur étaient un peu oubliés. C'est pour ça qu'avant la tribune dont vous faisiez mention avec les 73 organisations, et je tiens à le souligner, ces 73 organisations de la culture et de la presse qui soulignent bien tout à fait. 2 enjeux fondamentaux qui sont effectivement l'impact que l'intelligence artificielle peut avoir sur la culture, un défi culturel, mais on voit bien que derrière, il y a aussi un défi démocratique finalement, avec les risques de manipulation de l'information qui peuvent exister. Et avant cette tribune, au sein de la coalition française, on avait déjà fait un premier communiqué de presse début septembre qui rappelait justement ce message, qui était un appel déjà au gouvernement pour dire simplement que la culture et le droit d'auteur ne devaient pas être oubliés. Et ce qui nous avait frappé, c'était qu'à ce moment-là, d'un côté, il y avait une première initiative qui était celle de la ministre de la Culture, qui créait en tout cas un comité de réflexion justement avec un certain nombre d'experts pour réfléchir à l'impact de l'intelligence artificielle et aussi à la manière dont le droit d'auteur pouvait être préservé. Et d'un autre côté, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard au cours de nos échanges, c'est vrai qu'il y a un projet de règlement sur l'intelligence artificielle qui est en cours de discussion, qui est en cours d'élaboration à Bruxelles, sur lequel on voyait que la France n'était pas forcément mobilisée dans le sens d'un début de régulation, on va dire, ou un début de protection de la création culturelle. Donc c'est vrai qu'il y avait eu un premier appel début septembre, et puis un appel effectivement dans une formation et dans un périmètre plus grand à la fin septembre. Mais c'est vrai que si on doit retenir en tout cas un message ou une préoccupation qu'on entend beaucoup du côté des créateurs, aujourd'hui demeure principalement une inquiétude. Une inquiétude parce que je parlais du droit d'auteur, mais il y a aussi des réalités sur la pratique même, sur le processus de création et sur la place de l'auteur dans un monde dans lequel il y aura de l'intelligence artificielle qui sera en capacité d'écrire des textes, de réaliser. Voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup un sentiment d'inquiétude qui prédomine. Je rajouterais une précision par rapport au déroulement de cet intérêt croissant sur cette thématique. C'est quand même la grève des scénaristes aux États-Unis, qui a été un moment où on s'est rendu compte à quel point ça avait un impact, au point où toute une profession s'arrête de travailler. Ça
quand C'est même. une grève, on le rappelle, qui a duré 148 jours et Tout à qui fait. concernait entre autres des points directement liés à notre Tout à sujet fait. autour de l'impact de l'intelligence artificielle sur leur travail. Alors plongeons dans cette tribune donc, qui a été publiée dans les pages du Monde. Un mot-clé, c'est la transparence qui est demandée vis-à-vis en premier lieu des concepteurs de ces systèmes d'intelligence artificielle. Et là, je vais faire un bref rappel sur le fonctionnement de l'intelligence artificielle générative, puisque c'est celle-là dont on parle principalement aujourd'hui. Guillaume mentionnait ChatGPT. Un système d'intelligence artificielle générative, pour être entraîné, sa matière première, ce sont les données. Donc d'immenses ensembles de données d'entraînement dans lesquelles on peut retrouver toutes sortes de choses. Des œuvres qui peuvent faire partie du domaine public, mais des œuvres qui peuvent être protégées justement par le droit d'auteur, des informations qui peuvent provenir d'échanges citoyens sur Internet. Donc on a un espèce de magma très, très hétéroclite qui est envoyé dans la machine, qui est analysé. Le système va arriver à tracer des régularités, des probabilités. Et à partir de là, quand on va envoyer ce qu'on appelle un prompt, donc une requête, on va pouvoir obtenir un nouveau contenu qui est généré, que ce soit du texte, des images, de l'audio, de la vidéo. Ça peut fonctionner donc dans une optique qu'on dit multimodale. Donc, ces données d'entraînement, elles sont à la base finalement de la chaîne et vous demandez plus de transparence dès cette étape. Pourquoi? Alors, on ne demande pas simplement plus de transparence, en fait, on demande de la transparence. Parce que, C'est une bonne nuance. parce qu'en fait, elle n'existe pas aujourd'hui et personne aujourd'hui est en capacité de savoir parmi l'ensemble des services qui développent des outils d'intelligence artificielle quelles œuvres ont été utilisées pour entraîner les machines. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des millions, des milliers d'œuvres qui sont rentrées dans ce processus, qui ont été utilisées pour entraîner ces machines, sans qu'on soit en capacité, effectivement, de connaître avec précision quelles œuvres ont été utilisées. Et c'est un problème, évidemment, puisque on est dans un monde, et c'est particulièrement le cas en France, où on est sur des systèmes de protection de droits d'auteur et de nécessité d'avoir des autorisations des auteurs et des ayants droit pour que les œuvres puissent être utilisées et la plupart du temps en contrepartie de rémunération au titre de l'utilisation de ces œuvres. Et là, c'est vrai qu'on voit un modèle se développer qui se fait de façon complètement opposée à toute logique et à tout principe du droit d'auteur. Donc, dans cette tribune, on n'est pas d'ailleurs en train de faire des propositions de régulation extrêmement élaborées avec des systèmes de rémunération. On n'en est pas à ce stade-là, en fait. Et je pense que c'est important de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et qu'on a besoin, c'est vrai que c'est un phénomène qui est quand même nouveau, sur lequel on a quand même besoin d'avoir une réflexion. On est sur des domaines qui sont assez compliqués et il faut qu'on arrive à construire une intelligence artificielle, en tout cas un cadre de régulation qui permette le développement de l'intelligence artificielle, mais qui en même temps assure le respect des droits des auteurs. C'est effectivement ce qui est extrêmement important, ce qui prendra du temps de toute façon à se mettre en place. Par contre, ce qui ne prend pas de temps à se mettre en place, et ce qui est particulièrement urgent aujourd'hui, c'est d'avoir des mesures qui nous assurent une connaissance extrêmement précise de toutes les œuvres et de tous les programmes qui sont utilisés pour entraîner. C'est le fondement de tout, c'est le préalable, et ça, si on ne l'a pas, par contre, derrière, on ne peut pas construire de système de rémunération ou tout autre système de droit d'auteur si on ne sait pas ce qui se passe avant que la machine ne travaille. La transparence a un autre volet qui est dans la relation, notamment pour parler de ce qui me concerne, nous, producteurs, la transparence entre un producteur et les auteurs avec qui il travaille. Parce que, à l'heure qu'il est, on ne peut pas savoir quand on reçoit un projet ou un retravail sur un projet qui est en développement chez nous, si l'auteur a oui ou non fait appel à une intelligence artificielle. Il est donc nécessaire également de créer un cadre autour de cette collaboration. Il n'est pas du tout interdit de faire appel à ChatGPT si on en a envie ou besoin, mais il faut qu'on le sache et qu'on puisse nous, parce qu'on est on fait de la production déléguée, donc on a une responsabilité aussi juridique des contenus qu'on produit. Donc, on doit savoir d'où viennent les informations ou des morceaux même d'œuvres existantes, préexistantes. Donc la transparence, elle se joue à plusieurs niveaux. Il est évident que, en tout premier lieu, c'est le niveau dont parle Guillaume. Et par ricochet, il y a aussi cette transparence-là dans le relationnel entre producteurs et auteurs.
Oui, Guillaume. Non, peut-être simplement pour compléter, pour qu'on aille au bout de cette question de la transparence. Ouais. Je pense qu'il y a un troisième volet de la transparence qui se joue après, le jour où effectivement le service d'intelligence artificielle aura produit, je dis des œuvres entre guillemets, et je vais y revenir. C'est de la transparence aussi à l'égard du public et aussi à l'égard des créateurs pour qu'on sache quand on regarde un programme si c'est une œuvre qui a été créée par une intelligence artificielle ou si c'est une œuvre qui a été créée par une intelligence humaine. C'est un rebondissement. Oui, non, tout à fait. Voilà, On est vraiment comme dans une œuvre de fiction. je suis un peu sur un siège éjectable en fait. Voilà. Voilà, donc, et c'est vrai que ça, c'est un troisième volet de la transparence, c'est aussi de la nécessité que chacun puisse savoir si on est face à un produit qui a été créé par une intelligence artificielle ou si on est sur une œuvre qui a été créée par une intelligence humaine. Et c'est à la fois, je pense, un besoin de transparence, mais ça doit aussi avoir des conséquences juridiques, puisque nous, on considère, par exemple, qu'il ne peut y avoir d'œuvre, finalement, que s'il y a un processus humain. La création, pour nous, elle est humaine, elle n'est pas artificielle. Ce qui est artificiel, c'est pas de la création, c'est autre chose. Mais en tout cas, ce qui mérite d'être protégé au titre du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle, c'est une œuvre qui a été créée par un humain, y compris si à un moment, il a pu utiliser de l'intelligence artificielle, mais à ce moment-là, l'intelligence artificielle, c'est un outil. Et ce n'est qu'un outil au service d'une création humaine. Donc, on parle de transparence finalement en amont, hein, au moment de la collecte des données d'entraînement, dans les relations aussi entre les personnes qui sont engagées dans le processus de création, et puis en aval, une fois que l'œuvre est diffusée vis-à-vis du public notamment. Et ces deux volets, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans le projet de réglementation européen, en fait, en ce qui concerne l'intelligence artificielle générative. Est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu, puisqu'on parle de perspective française et donc aussi européenne? Aujourd'hui, c'est lié justement. Que propose en ce moment l'Europe au niveau de l'encadrement de cette intelligence artificielle générative et de ses liens avec les droits d'auteur, je précise, et en quoi c'est peut-être pas suffisant selon vous et selon la tribu? Je vais te laisser répondre parce que c'est vraiment ton domaine. Je voulais juste apporter une petite précision par rapport à cette transparence envers le public. Pour moi, c'est nécessaire pour que les gens sachent de quoi il en retourne. Aujourd'hui, en France, par exemple, il y a une loi qui oblige les publicitaires de mentionner quand une photo a été retouchée. Parce qu'avant, on faisait croire aux gens que les femmes n'avaient pas de cellulite, qu'elles n'avaient pas de rides et que tout était parfait. Sauf que c'est pas vrai. Les photos ont été, les mannequins étaient évidemment déjà très belles, mais surtout la photo a quand même été en plus retouchée. Et donc, je sais pas si c'est le cas au Canada, mais en France, sur les affiches, maintenant, vous avez une mention en bas qui dit réalisé avec enfin, cette photo a été retouchée. Et ça s'applique peut-être aussi un peu à cette idée dont tu parlais, qu'il faut que le consommateur sache que après il consomme en connaissance de cause, qu'il choisisse aussi. Merci. Alors, l'Europe. Oui, c'est effectivement l'horizon qui est pour nous aujourd'hui indépassable et c'est très important parce qu'on voit bien que c'est la première fois que sur un continent, ça sera sans doute la première régulation de l'intelligence artificielle qui existera dans le monde. Donc, c'est un premier pas, effectivement. Je pense qu'on ne va pas construire toute la réglementation en quelques mois, mais c'est un premier pas extrêmement important. Ce règlement, il vient de loin, il a été préparé en 2020-2021 par les services de la Commission européenne et il n'y avait aucune disposition qui concernait la culture. Bon. Quand ChatGPT est arrivé, effectivement, les députés européens qui étaient en train de travailler sur ce texte se sont dit qu'il y avait quand même un enjeu fondamental qui n'était absolument pas traité par ce texte et qu'il fallait trouver en tout cas des dispositions qui apportent un certain nombre de garanties et de protection. Et en particulier, c'est pour ça que nous aussi, on a rebondi sur la question de la transparence, parce que les députés européens en ont fait aussi un enjeu du texte et ont porté une disposition que nous, on juge effectivement à la fois indispensable et insuffisante. Indispensable parce que cette disposition, elle prévoit que les services d'intelligence artificielle doivent publier un résumé des œuvres qui ont été utilisées pour entraîner les machines. Donc c'est indispensable parce qu'effectivement, on a besoin de cette base juridique
légales, en tout cas, pour commencer à asseoir le principe de transparence. Le mot résumé est Insuffisant, important ici. insuffisant, parce qu'effectivement, c'est un résumé, donc ça veut dire que ce n'est pas non plus une liste exhaustive de tout ce qui a été utilisé. Or, ce dont on a besoin, c'est vraiment de connaître avec une exactitude la plus fine possible tout ce qui a été utilisé. Alors là, vous allez peut-être me poser la question, parce qu'on nous la pose aussi en France en nous disant, mais est-ce que techniquement, c'est faisable pour un service d'intelligence artificielle de connaître tout ce qui a été utilisé? De fait, la réponse de notre côté, elle est positive. Et elle est positive non pas parce qu'on a besoin de dire qu'elle est positive, c'est que quand on dit ça, on a pris avant contact avec un certain nombre d'experts de l'intelligence artificielle pour savoir si effectivement ces services connaissaient exactement ce qu'il y a dans leur base et ils les connaissent. Ce qui pourrait être très compliqué pour eux, c'est d'être obligés de réentraîner un service d'intelligence artificielle avec une base dans laquelle dont ils auraient expurgé d'un certain nombre d'œuvres. Mais par contre, de faire transparence sur l'ensemble de ce qui vient alimenter la machine ne pose pas de difficultés techniques. Donc, nous, on continue à pousser extrêmement fort pour que dans la suite du processus européen, puisque là, on est vraiment engagé dedans, il y a des discussions qui ont encore eu lieu hier entre les États, le Parlement européen et la Commission européenne, tout à fait. Le texte final qui sortira et qui sera adopté retiennent véritablement un principe de transparence sur l'utilisation des œuvres culturelles. Si elle n'y était pas, ça serait en tout cas un très mauvais signal qui est donné à la culture, et puis une occasion manquée quand même, alors qu'on est sur le premier texte de régulation de l'intelligence artificielle, de donner quand même des gages à ce que on ne crée pas finalement une sorte de distorsion. On considère qu'il faut à tout prix développer l'intelligence artificielle sans prendre en considération et sans donner des protections nécessaires à d'autres acteurs. Et tout cela, il ne s'agit pas d'ailleurs de dire l'innovation contre la culture, c'est absolument pas l'état d'esprit qui est le nôtre. La volonté, c'est plutôt d'avoir le développement de l'intelligence artificielle dans un cadre qui est respectueux du droit d'auteur. Et à notre avis, l'équilibre, en tout cas, est accessible pour peu que tout le monde ait vraiment envie de jouer le jeu. Et pour qu'on comprenne bien vraiment le défi autour de la transparence de ces données, donc en amont, un argument qu'on entend parfois, c'est que ces données, quand elles sont utilisées, finalement, vu que ça sert à de l'entraînement, elles sont transformées. Elles ne sont pas nécessairement reproduites à l'identique par la suite dans le système d'intelligence artificielle. Et donc, on entre peut-être dans une donnée, dans une catégorie du droit où on serait dans un usage équitable. J'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que vous pensez que cet aspect transformatif fait en sorte que les œuvres ne devraient pas être protégées pour ce type d'utilisation, d'entraînement, d'apprentissage? La réponse que j'ai envie de faire, c'est que peu importe qu'il y ait transformation ou pas transformation, c'est qu'à un moment, il y a eu l'utilisation d'une œuvre, qu'on la transforme ou qu'on la transforme pas. Il y a eu l'utilisation d'une œuvre pour entraîner une machine. Donc à partir de ce moment-là, et aujourd'hui, une utilisation d'une œuvre sans que l'auteur en soit informé, sans qu'il ait donné son autorisation, sans qu'il ait de rémunération et sans qu'il soit capable finalement de savoir extrêmement précisément et de pouvoir contrôler l'utilisation qu'on fait de son œuvre, parce que c'est pas non plus anodin pour lui de savoir si on la transforme ou si on la transforme pas. Donc c'est vrai que tous les critères qui font normalement un cadre respectueux du droit d'auteur ne sont absolument pas respectés aujourd'hui par la manière dont on développe l'intelligence artificielle dans un cadre qui est incertain. Et le cadre, il est incertain pour les auteurs, parce qu'ils ne savent pas ce qui s'y passe, mais il est aussi juridiquement incertain pour les startups et les services d'intelligence artificielle, parce qu'ils prennent le risque, dans un cadre qui n'existe pas, de se retrouver après, et il y a beaucoup d'exemples, en tout cas il y a de plus en plus de contentieux qui sont en train de se mettre en place aux quatre coins de la planète. Le fait qu'il n'y ait pas de cadre, en fait, crée une incertitude juridique et un risque juridique extrêmement fort pour les services d'intelligence artificielle. Donc quand on plaide pour un cadre qui assure la transparence,
c'est, à notre avis, un service qu'on rend à la création et à la culture, mais c'est aussi finalement un service qu'on rend aux services en leur apportant finalement un cadre qui est juridiquement certain et qui leur évite de se retrouver avec un risque, et notamment un risque financier qui peut être très important pour des petites entreprises. Je vais utiliser un exemple concret du monde, non pas virtuel mais réel. Quand vous adaptez un livre en film ou en série, souvent on s'en éloigne beaucoup, mais on utilise quand même des choses, évidemment, et on achète les droits. Les droits, on les achète quand on utilise la totalité de ce qui est écrit, 50%, 20%. Et au générique, il sera marqué basé sur telle œuvre ou inspiré d'eux, à minima, etc. Donc, je suis d'accord avec ce que tu dis sur peu importe si c'est transformé par la suite ou pas, au démarrage, il y avait l'œuvre. C'est cette œuvre qui m'a donné envie de l'adapter en film ou en série. S'il n'y avait pas eu ça, bah, j'aurais rien fait. Donc, c'est un peu la même chose là. J'aimerais vous entendre, Iris, aussi sur cette question du risque que Guillaume mentionnait à l'instant, parce que le risque qui est engendré par l'incertitude actuelle, donc elle concerne les concepteurs de systèmes d'intelligence artificielle. Et corrigez-moi si je me trompe, j'ai l'impression que les productrices, les producteurs sont un peu des spécialistes de la gestion du risque. Quand on arrive avec un scénario, puis qu'on y croit, qu'on le défend, qu'on prend parfois des années pour arriver à le réaliser, puis obtenir du succès, comme plusieurs de vos productions l'ont eu. Comment est-ce que ça vient jouer justement cette nouvelle donne avec l'intelligence artificielle dans votre analyse du risque aujourd'hui? C'est un risque qui se rajoute à ceux qu'on prend déjà et qui vient précisément de l'absence de cadre réglementaire dont parlait Guillaume. Si je peux m'en passer, ce serait avec plaisir. Je vais pas répéter tout ce qui vient d'être dit, mais c'est effectivement un service qu'on rend à tout le monde parce que personne ne peut être à l'aise dans ce flou qui pénalise in fine tous les acteurs. Parce que même les services d'intelligence artificielle peuvent effectivement se retrouver avec des plaintes et des coûts qui sont engendrés par ces plaintes. Enfin, on est tous perdants si on ne fait rien. Alors, Et pourtant, je précise que j'adore prendre des risques et c'est un plaisir en soi. Hein. évidemment, on choisit nos risques. Exactement. Alors, regardons justement du côté des solutions, celles qui s'offrent à nous potentiellement. Il y a beaucoup d'incertitudes, on l'a compris, puis des hypothèses qu'on est peut-être en train de tester. Un des mots qu'on entend souvent côté français, en tout cas, il me semble, c'est le opt-out comme option. J'aimerais ça que vous nous aidiez à démêler qu'est-ce que c'est, comment ça marche, quelles sont les promesses et peut-être les limites aussi. Oui, c'est une excellente question. Et puis, c'est vrai que ça revient souvent parce qu'aujourd'hui, on va essayer de ne pas être trop technique, mais en tout cas, en 2019, une directive européenne a créé un cadre et a créé des nouvelles exceptions au droit d'auteur pour ce qu'on appelle le text et data mining, donc pour la fouille de données, avec la possibilité offerte, effectivement, pour les ayants droit qui le souhaiteraient, de pouvoir faire jouer l'opt-out, donc c'est-à-dire s'opposer à ce que son œuvre puisse être utilisée dans ce cadre-là. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de services d'intelligence artificielle considèrent et défendent l'idée que ce qu'elles font en utilisant des œuvres trouve sa place en fait dans ce cadre de l'exception text et data mining. Qui est pour des fins de recherche oui, à la base, c'est ça l'argument. Qui effectivement pour des fins de recherche, qui est prévu dans un cadre qui est très limité, et pour avoir participé à toutes les discussions, jamais la question de l'intelligence artificielle n'a été évoquée quand cette question de l'exception est arrivée sur la table. Donc là, aujourd'hui, on a une espèce de reconstruction intellectuelle qui est totalement fausse et qui veut faire à tout prix rentrer l'utilisation des œuvres par l'intelligence artificielle dans une exception qui n'est absolument pas faite pour ça. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on souhaite tous, et nous en tout cas, en début septembre, pour ceux que ça intéresse, ils peuvent aller sur le site internet de la SACD, sacd.fr. On avait fait un communiqué pour donner un certain nombre de principes qui nous semblaient effectivement être vertueux. Et l'un de ces principes, c'est effectivement qu'on puisse donner la possibilité à un auteur qui ne souhaite pas que son œuvre soit utilisée pour entraîner une machine, de pouvoir le faire.
La difficulté du cadre juridique dans lequel on évolue, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui sont pendantes pour faire jouer ce droit. Quelle forme doit prendre ce refus? Auprès de qui l'adresser exactement? Et comment on peut le faire d'ailleurs dans un monde dans lequel il n'y a pas de transparence? Un auteur aujourd'hui ne sait pas si son œuvre est utilisée ou pas utilisée par un service, donc c'est très compliqué de façon absolue de s'adresser à tous les services qui développent de l'intelligence artificielle en disant tel auteur ne veut pas que son œuvre soit utilisée. Ça rajoute une charge aussi quelque part, c'est comme un surcroît de travail s'il fallait commencer à aller contacter tous les développeurs pour leur dire. Exactement. Il faut une sorte, non, ça, il faut une sorte de base de données à laquelle peuvent se référer les services d'intelligence artificielle pour vérifier si les œuvres qui sont en train de rentrer dans la machine sont effectivement disponibles par rapport à cette possibilité de C'est l'opt-out. là qu'on arrive à l'importance des sociétés de gestion collective. Oui, qui peuvent être effectivement une solution. Après, c'est vrai qu'il faut prendre les étapes les unes après les autres. Première étape, je ne veux pas avoir l'air d'insister trop lourdement sur ce sujet, mais il y a effectivement la question de la transparence. Et puis après, il y aura un deuxième étage qui est effectivement de savoir comment des œuvres peuvent être utilisées légalement par des intelligences artificielles et quel cadre de rémunération on trouve pour les auteurs. Alors évidemment, la gestion collective qui a l'habitude de à la fois négocier avec les diffuseurs et d'être dans cette logique finalement de construction, de valorisation des autorisations et en contrepartie de rémunération, a beaucoup d'atouts, en tout cas pour gérer d'éventuelles rémunérations. Mais une fois de plus, on n'en est pas là. En fait, aujourd'hui, à ce stade-là, on en est vraiment au stade de la transparence. Et puis ensuite, on essaiera effectivement de construire un cadre dans lequel on s'assure réellement que quand les œuvres sont utilisées, elles le sont avec l'autorisation des auteurs et en échange effectivement de rémunération. Moi aussi, j'ai une question. Oui. Est-ce que vous avez, au sein de l'SACD, mené des enquêtes ou posé des questions? Je m'interroge sur le pourcentage d'auteurs qui voudraient choisir l'opt-out. Est-ce que, à ton avis, ou de ce que vous avez pu entendre, il y a énormément de gens qui souhaiteraient ne pas que leur œuvre rentre dans les machines, ou est-ce que c'est peu de gens? Je serais en fait incapable de répondre à cette question. Un bel exemple de transparence. Oui, non, mais c'est vrai que nous aussi, en fait, c'est un enjeu finalement assez nouveau qui est arrivé. Ce qu'on entend beaucoup, par contre, et je le disais au début de notre entretien, c'est qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, en tout cas, du côté des auteurs. Et on a entendu un certain nombre d'auteurs qui nous ont effectivement expliqué que ne souhaitaient pas que leurs œuvres puissent être utilisées par des intelligences artificielles. Et on en a entendu d'autres qui nous ont expliqué que ça ne leur posait pas forcément de problème. Après, de là à en fixer des proportions, c'est difficile. Mais c'est vrai qu'on évolue dans un climat où il y a quand même plus d'inquiétude que d'enthousiasme forcené. Donc, on cherche des solutions. On évoquait des redevances aussi, mais comme Guillaume le disait, il est peut-être encore un petit peu trop tôt pour regarder ça. Ce qui est intéressant, je pense, de remarquer, c'est qu'une initiative comme la vôtre, avec d'autres, participe à cet effet de domino qu'Iris mentionnait au début. Et parfois, le droit vient pousser aussi des évolutions technologiques. On voit par exemple aujourd'hui des systèmes d'intelligence artificielle qui mettent de l'avant le fait qu'ils ont été entraînés avec justement des données d'entraînement qui proviennent de bases libres de droit ou dont les droits ont été libérés ou qui sont dans le domaine public. Par exemple, Adobe avec Firefly pour l'image. Donc, c'est peut-être une piste de solution aussi qui sera à surveiller. On voit beaucoup d'expérimentation, en tout cas en ce moment. Iris, on parlait un petit peu plus tôt des grèves justement aux États-Unis. Donc les scénaristes, c'est entre guillemets réglé. Il y a des précisions qu'on attend encore. Du côté des acteurs, le mouvement continue. Comment est-ce que vous surveillez ça ou d'autres événements? J'ai envie de nous amener un peu à l'échelle internationale parce que tranquillement, notre discussion va se conclure. Ça va bientôt être le moment des questions. Et qu'est-ce qui retient votre attention en ce moment? Alors déjà, on regarde ça de très près. On l'a suivi avec à la fois intérêt et inquiétude, les deux. On s'attendait aussi peut-être que ça fasse écho avec des préoccupations des auteurs ou des acteurs en France.
Déjà, la bonne nouvelle, c'est quand même, il y a une partie qui semble être réglée, les acteurs pas encore. Ça m'a inspiré aussi la fragilité du système, de ne jamais oublier que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, ou du moins être mis en stand-by. À la fois, je comprenais parfaitement les demandes des auteurs et aussi des acteurs. Et j'avais l'impression que, mais peut-être je suis passée à côté de choses, très certainement d'ailleurs, que ça n'a pas forcément suscité un vrai débat. Il y avait des positions qui étaient extrêmement marquées et figées. Et il y a des personnes qui ont fait des pas les uns envers les autres, mais je n'ai pas tellement eu l'impression que ça a suscité le débat sociétal qu'il faut. Rester en surface. Oui, et c'est pas juste une problématique d'auteur, de scénariste à Hollywood. Comme je disais tout au début de cet entretien, je suis profondément convaincue que ça nous concerne tous, à des degrés divers certes, mais c'est un chamboulement sociétal majeur. Et donc on peut pas juste se contenter de parler des problématiques pour les auteurs, parce que ça va beaucoup plus loin. Guillaume, est-ce que le Oui, public comprend justement assez ce qui se passe en ce moment? Pas forcément, mais je pense que ce dont il faut avoir conscience, c'est que, moi je suis d'accord avec le fait, je pense que c'est plus qu'une évolution technologique comme on a pu connaître ces dernières années. Je pense qu'on est vraiment confronté à une révolution qui va toucher l'ensemble des secteurs. Et quand on met en regard l'importance, en tout cas, des bouleversements qui vont être apportés par l'intelligence artificielle et finalement le faible temps qui nous sépare du début de ces débats, de l'arrivée de ChatGPT, en fait, on a 6 mois de discussion. 6 mois de discussion pour un enjeu qui est un enjeu mondial et qui bouleverse et qui risque de bouleverser les fondements de nos sociétés. On est finalement sur un temps qui est très court pour des enjeux qui sont gigantesques. Donc, c'est forcément des débats qui vont continuer de toute façon à exister et il faut que ça continue à exister. Après, ce qui est effectivement impressionnant aujourd'hui, c'est qu'on voit que ce débat traverse toutes les sociétés de par le monde. En France, effectivement, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle et il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un débat ou une conférence qui soit organisée sur ce sujet-là. C'est la même chose ici, c'est la même chose partout. On voit des recours devant les tribunaux qui se multiplient dans énormément de pays. Donc je pense qu'on est au début de quelque chose et qu'il ne faut pas s'attendre non plus à ce qu'en 6 mois, on ait fait le tour de la question et qu'on ait forcément trouvé toutes les réponses et qu'on ait consolidé finalement l'ensemble de ces enjeux et de ces défis. C'est quelque chose qui va continuer à nous mobiliser dans les mois, mais aussi surtout dans les années à venir. Puis il y a probablement de nouvelles questions qui vont surgir avec l'évolution des technologies elles-mêmes. Et justement, on parlait un petit peu plus tôt du désir, et il est très présent dans votre tribune, de concilier ou de réconcilier l'innovation technologique, économique et culturelle aussi, donc de ne pas placer ces deux pôles dos à dos, mais plutôt de trouver des solutions pour avancer ensemble. Et souvent d'ailleurs, on présente un peu le risque de rater le virage de l'IA comme un espèce d'épouvantail. Mais regardons les opportunités. Et pour le milieu culturel et pour son lien aussi avec la société qui est fondamental, qu'est-ce que ça voudrait dire, si on regarde vers l'avenir, réussir le virage de l'IA? D'en faire un allié, un outil extrêmement pertinent et précieux. C'est déjà le cas. Je racontais que je travaille avec un auteur en ce moment et à un moment donné, on se posait une question et son premier réflexe, c'était de sortir son téléphone et de dire « Attends, je demande à ChatGPT ». Donc, ça peut nous aider dans plein de domaines, médical aussi, par exemple. J'avais lu un article sur les médecins qui regrettent que dans certains traitements, la durée pour obtenir les résultats d'un examen est très longue parce que les laboratoires sont surchargés et il y a des moments où ils ratent un temps précis pour administrer un traitement qui aurait pu aider, voire même sauver, parce qu'ils n'ont pas eu l'info à temps.
avec l'intelligence artificielle, ces temps-là peuvent être réduits de beaucoup, notamment pour tout ce qui concerne la radiographie ou les IRM, etc. Donc là, c'est un exemple parmi probablement des milliers dans plein de domaines de la vie. Cette intelligence artificielle peut nous aider. Les auteurs, peut-être, y trouveront des sources d'inspiration, tout simplement en prenant ça un peu comme un jeu, de dire, tiens, je vais tenter le coup, qu'est-ce que ça donne? Je mets Shakespeare, Roméo et Juliette, qui rencontrent Mr. Robot, et le tout dans un esprit de film d'horreur. Et il en sort un truc un peu bizarre, mais dans ce truc bizarre, il y a quand même une idée qui est chouette, et dont l'auteur peut se servir pour finalement développer sa propre idée et sa propre œuvre. Oui, ça j'en suis sûre. J'en suis sûre parce qu'il y a un aspect ludique dans l'intelligence artificielle. Tout à fait. Et les créateurs, notamment les auteurs, souvent sont des personnes qui ont cet esprit ludique. Pour justement trouver l'étincelle, la petite chose qui te fait rebondir et trouver une nouvelle idée, comme je disais. Donc, l'avenir nous le dira, mais il faut pas, alors surtout pas s'y opposer, ça n'a aucun sens et on ne peut que se le prendre en pleine face. Donc autant l'utiliser intelligemment et puis encadrer. Avec la tête et le cœur. Et Guillaume, réussir le virage de l'IA. Alors, moi, je pense que sur ce sujet, il faut surtout éviter une chose, c'est le manichéisme. Et de présenter, de créer des oppositions qui sont factices et qui ne contribuent pas, en tout cas, à l'expression d'une vérité. Et ceux qui, effectivement, aujourd'hui, veulent enfermer, finalement, le débat en disant il y a l'innovation d'un côté, il y a le développement de l'économie d'un côté, et de l'autre côté, il y a la culture, le droit d'auteur, qui sont finalement des freins à l'innovation. Je pense qu'ils se trompent lourdement, parce qu'en particulier, je ne vois pas très bien en quoi demander de la transparence peut être un frein à l'innovation, mais je pense qu'il y a nécessité, de toute façon, à marier les deux. Il n'y a pas de contradiction antinomique entre vouloir assurer le développement d'une technologie et d'un autre côté, s'assurer aussi que des fondements qui sont, en tout cas concernant la France, extrêmement importants, comme le droit d'auteur et le droit aussi de bénéficier d'une information qui soit juste et vérifiée, soient des éléments qui vont contraindre finalement le développement d'un certain nombre de services d'intelligence artificielle. Et ce manichéisme, je pense qu'on le voit aussi se manifester et qu'il faut se garder de deux écueils. Celui qui consisterait finalement à être un peu, à faire du technocisme BA, considérer que c'est de la technologie, donc c'est vachement bien et il faut l'encourager coûte que coûte et ça se passera très bien. Et puis ceux qui vont plutôt se diriger vers le catastrophisme en nous expliquant que l'année prochaine, c'est fini, on ne créera plus rien, tout sera fait par des machines. Je pense, et j'espère ne pas me tromper, que la voie qu'on pourra suivre sera au milieu en tout cas de ça. Et c'est si on arrive à trouver ce chemin entre ces deux voies, qu'à mon avis, on pourra réussir ce virage de l'intelligence artificielle. Il y a une chose aussi dont on n'a pas parlé, c'est ma conviction personnelle, j'espère ne pas me tromper, il y a une chose que l'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer, c'est l'intuition de l'être humain. L'intuition sur des sujets qui auront un intérêt pour le spectateur, humer l'air du temps. Pour l'instant, il ne me semble pas que ça puisse être remplacé par une machine. Je vais laisser flotter ça dans l'air. Et je vous remercie déjà pour ce premier tour d'horizon. J'ai encore beaucoup de questions pour vous. Je trouve ça très intéressant de pouvoir comparer cette perspective française avec la réalité qu'on connaît ici au Canada, par exemple sur la question du opt-out. Ici, on est dans un contexte tout à fait différent. Et je vais tout de suite me tourner vers les personnes qui écoutent le webinaire en ce moment. Il nous reste un petit quart d'heure. On a déjà reçu plusieurs questions. Alors, je vous invite à continuer à écrire si vous avez d'autres questions que vous souhaitez poser à nos panélistes. Je vais commencer avec une question de Céline Caster-Renner qui demande, en dehors des questions de droit d'auteur, quels sont les enjeux pour la culture? J'en vois deux, en tout cas de mon côté. Un qu'on a déjà abordé, c'est effectivement quel rôle sera celui de l'intelligence artificielle dans le processus créatif. Est-ce qu'on sera vraiment sur un outil qui se fait au service de la création
ou est-ce qu'on est sur quelque chose qui risque de remplacer les créateurs. Donc ça, c'est un enjeu extrêmement important de savoir. Qui utiliser le remplacement Exactement, versus la collaboration. Exactement, donc ça c'est un premier enjeu. Et puis un deuxième enjeu qui, à mon avis, nous amène peut-être vers des choses plus positives. On est au Canada. Au Canada, au Québec en particulier, on parle beaucoup de découvrabilité. Je pense que l'intelligence artificielle peut apporter beaucoup de choses positives pour renforcer la découvrabilité des œuvres et en particulier pour venir enrichir des métadonnées de façon extrêmement importante. Donc voilà deux enjeux qui, à mon avis, peuvent aussi nourrir toutes les réflexions qu'on a quand on pense au rapport entre culture et intelligence artificielle. Quand on parle de diversité culturelle Exactement. aussi, peut-être d'autant plus, puis l'exception française aussi pourrait être un exemple à cet égard. Iris, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, peut-être tout simplement l'enjeu qu'on ne se retrouve pas les uns contre les autres, que ça ne devienne pas une sorte de hache de guerre entre les différents acteurs du marché, mais qu'on réfléchisse ensemble sereinement comment on peut faire rentrer cette nouvelle donne qui, encore une fois, est là et sera là et restera là dans un système tel qu'il existe aujourd'hui. Et c'est un peu l'image qu'on a avec ces tribunes, comme Guillaume le mentionnait, on a différents corps qui se regroupent comme ça pour envoyer un message commun. Peut-être Oui, d'ailleurs, je souligne quand même le tour de force que ça a été en très très peu de temps d'avoir autant de signataires. Enfin, 73, c'est énorme. Qui représente exactement. Ah oui, tous les secteurs. Alors là, on la a presse qui montre bien. On a vraiment tout couvert. Une question de Jérôme Payette. Le respect du droit d'auteur par les systèmes d'intelligence artificielle est problématique, et je me permets de le dire entre parenthèses pour être poli. Pensez-vous qu'il serait sage de forcer le respect du droit d'auteur via les lois et règlements de l'intelligence artificielle? Comment est-ce envisagé en Europe, malgré l'exception pour la fouille de textes et de données? Jérôme est effectivement très poli. Oui, non, mais enfin, il a effectivement raison et je pense que ça résonne complètement avec tout ce qu'on a pu dire au début de cet entretien. Le vrai sujet, c'est effectivement de s'assurer que l'intelligence artificielle ne se fasse pas au mépris du droit d'auteur, du droit des auteurs et de l'ensemble des droits des ayants droit. Mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas de transparence aujourd'hui, on ne peut pas savoir. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a des milliers d'œuvres qui sont utilisées sans aucune autorisation. Donc, ce dont on peut être sûr, c'est que le cadre du droit d'auteur n'est pas respecté. Mais c'est vrai que pour agir, on a aussi besoin d'y voir beaucoup plus clair sur ce qui rentre dans ces machines. Mais le but final, effectivement, de tout ça, c'est de s'assurer à la fin qu'il n'y a pas l'ensemble, un pan très important des évolutions technologiques qui se fait dans la contradiction complète avec le droit d'auteur. Oui, c'est ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette question? Non, c'était tellement parfait. Et justement, C'est l'intelligence artificielle. il y a Sven Buridens qui nous salue et qui vous remercie pour cette présentation en disant beau travail de vulgarisation. Ça s'adresse à vous deux. Il pose une question. Il dit, il existe aux États-Unis des travaux qui portent sur la constitutionnalité de l'intelligence artificielle. Je vais faire une petite parenthèse. Vulgarisation ici d'ailleurs. Parmi les systèmes d'intelligence artificielle qu'on connaît, on a nommé ChatGPT, on a un autre, Claude, qui a été développé par une compagnie qui s'appelle Anthropic, sur des bases un peu différentes. Dans le fond, ce système a encastré, on pourrait dire, à l'intérieur de lui-même une constitution, qui est un ensemble de principes éthiques qui ont été choisis par la compagnie. Ça peut s'inspirer par exemple de codes d'éthique existants, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc l'idée, c'est d'essayer de construire une intelligence artificielle qui va être alignée sur donc, des principes éthiques. Il demande, Sven, donc si on a en Europe de tels principes pour le développement de l'intelligence artificielle, donc qui se développe dans cette même approche. Et je vais ajouter, si vous me permettez, une toute petite parenthèse, parce que tout récemment, il y a une poursuite qui a été déposée contre Anthropic. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça vient du milieu de l'édition musicale, notamment Universal, parce qu'ils se sont rendus compte que ce système, malgré la volonté d'en faire un système fiable et qui respecte des principes donc, éthiques, a donc non seulement été entraîné à partir de textes de chansons existants, que quand on lui demande les paroles d'une chanson, il les fournit à l'identique,
ce que ChatGPT ne fait pas. ChatGPT dit non, je ne peux pas pour des questions de droit d'auteur. Et qu'en plus de ça, quand on lui demande de nous raconter une histoire, si l'histoire a des points de connexion avec des chansons existantes, il va simplement donner le texte de la chanson. Donc c'est une poursuite qui a été déposée dans les derniers jours, donc qui montre qu'on peut avoir une approche vertueuse et malgré tout des problèmes en termes de droit d'auteur. Et donc je vous envoie la question, est-ce qu'on a ce type de recherche en Europe en ce moment? Sur la constitutionnalité en tant que telle, pas à ma connaissance, alors, sachant qu'en plus, il y a pas de constitution européenne. Il y a des constitutions nationales, mais c'est vrai que je n'ai pas entendu parler, en tout cas, de travaux de recherche sur l'éventuelle constitutionnalité ou inconstitutionnalité. Par contre, il y a des débats, effectivement, qui portent plutôt sur l'éthique, et qui renvoient, en fait, finalement, à la nécessité de soutenir et de protéger une création qui soit humaine. Mais là, on n'est plus sur des débats éthiques, finalement, que sur des débats juridiques. Après, l'exemple que vous donnez sur cette intelligence artificielle est très intéressant, parce qu'en principe, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle où, justement, le but, c'est que ces intelligences artificielles soient nourries par un certain nombre de textes, mais que quand elle fournit une réponse, on soit dans l'incapacité la plus totale de savoir finalement à quelle œuvre elle se réfère et quel morceau d'œuvre elle a utilisé pour pouvoir créer l'exemple que vous donnez, manifestement, est un contre-exemple de ce modèle-là, parce que là, on retrouve in extenso des œuvres qui ont été utilisées en amont et qui, à mon avis, fait qu'on se rapproche un peu plus de la contrefaçon que d'autres choses. Tout à fait, probablement que ça renvoie aussi au problème de ce qu'on appelle la boîte noire en intelligence artificielle. Parfois même les chercheurs qui développent les systèmes ne peuvent pas expliquer toutes les étapes qui mènent à un résultat. On est vraiment dans une espèce de phase d'expérimentation. Une autre question, comment envisager la posture d'inspiration versus d'appropriation dans le contexte de l'intelligence artificielle? On en a glissé un petit mot. Est-ce que vous avez envie de revenir sur cette question? Ah oui, alors j'ai un avis assez, depuis toujours, sur cette question qui est, on n'invente rien, on ne réinvente pas la roue, c'est déjà fait. Et en revanche, on picore dans tout ce qui a été fait. En matière de fiction, vous pouvez revenir aux Grecs anciens. Et dans des fictions d'aujourd'hui, vous prenez la série Succession par exemple, c'est une tragédie grecque. Il y a des mêmes ingrédients que dans des sagas qui datent d'il y a des milliers d'années. Tout à l'heure, je parlais de Roméo et Juliette, qui pour moi c'est une configuration que j'adore, l'amour impossible. Elle a été réinventée 1000 fois. Vous avez des histoires de Roméo et Juliette entre une Palestinienne et un Juif, par exemple. Il y a des films comme ça, il y a des séries comme ça. Et donc, toute histoire a déjà été racontée. C'est à nous de trouver des nouvelles façons de les raconter. Et des nouveaux biais avec une modernité qui... des histoires d'amour, par exemple... En réalité, c'est les mêmes aujourd'hui qu'il y a des milliers d'années, sauf qu'aujourd'hui, on s'envoie des SMS plutôt que la colombe. Donc, qu'est-ce que ça va changer? Ça peut, un peu comme je disais tout à l'heure, nous donner de nouvelles inspirations parce que ça se base sur de l'existant. Comme nous, déjà, on se base sur de l'existant. Pas de façon consciente tout le temps, mais en réalité, oui, parce qu'on ne vit pas dans un monde aseptisé où il n'y a rien. Il y a déjà énormément de choses et on s'en sert tout le temps. C'est revenir à l'aspect humain aussi Tout à fait. La création et dans l'intégration peut-être de l'intelligence artificielle dans ces processus. Guillaume? Non, moi je tiens à ce qu'Iris a très bien dit. On arrive tranquillement à la fin de cette rencontre. On a une question de Edgar Bory, qui est lui-même un artiste. Et on revient au thème de la transparence qui est si central aujourd'hui. Les lois nouvelles pourront-elles exiger la transparence? On va sortir les muscles. De fait, le règlement européen a la capacité, en tout cas, d'exiger la transparence. Et l'avantage d'un règlement, là, pour entrer
dans la technique légistique européenne. L'avantage d'un règlement, c'est qu'il est d'application directe. À partir du moment où ce règlement sera adopté, il sera obligatoirement applicable et donc devra être respecté partout en Europe sans attendre à ce que chaque État en assure une transposition. Donc non seulement le règlement peut le faire, et le règlement peut aller très vite puisque sans doute que ce règlement sera adopté début 2024. Donc on est dans un horizon assez proche finalement. Bien sûr, Iris. Oui, tout à fait. Je ne peux pas te dire mieux. C'est une certitude, en fait. Voilà. Je ne sais pas quelle forme précise ça va avoir, mais ce règlement va exister. Et c'est l'avantage de l'Europe dans ses spécificités par rapport à la différence entre un règlement et une directive, par exemple. Le règlement, il est immédiat et il est tel qu'il est. On ne peut pas le modifier, on ne peut pas adapter, pardon. Il faut juste l'adopter, justement. Puis on voyageait à l'instant dans le temps, en faisant un lien entre la tragédie grecque, une série qui est produite aujourd'hui. Je pense que les questions de droit d'auteur qu'on aborde, elles nous font voyager aussi quelque part dans le temps. Puis la société que vous représentez, Guillaume, a d'ailleurs été fondée historiquement il y a un petit bout de temps. Je viens de loin puisque j'ai traversé l'Atlantique, mais je viens de loin aussi parce que les SACD effectivement a été fondée en 1777 Quand même. par Beaumarchais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les problématiques actuelles sont finalement pas très éloignées des enjeux et des problèmes que Beaumarchais rencontrait, puisqu'à l'époque, en fait, il s'était aperçu que beaucoup de ses textes étaient joués par les comédiens de la Comédie Française, sans qu'on lui demande véritablement son autorisation, sans qu'on le rémunère. Et sa démarche a été de réunir autour d'un souper l'ensemble des auteurs à la mode de l'époque et de dire, non seulement on en a marre, mais deux, on va aussi agir et finalement, maintenant, on va créer une sorte de monopole. Et il faudra qu'ils nous demandent l'autorisation d'exploiter nos textes avec les conditions de rémunération qu'on aura définies. Et s'ils ne veulent pas, il n'y aura plus de texte. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que la problématique, heureusement, les technologies ont un peu changé depuis 1777, mais les problèmes, en fait, la nature de ces enjeux, finalement, reste d'une actualité criante. Tout à fait, c'était une innovation à l'époque. On aura probablement besoin de nouvelles innovations aujourd'hui. Je retiens de vos propos la nécessité de dépasser un peu le manichéisme, donc de réconcilier l'innovation technologique, culturelle, en plaçant l'humain aussi au cœur de tout ça. Puis je pense que les artistes, les créateurs, les producteurs sont extrêmement bien équipés pour non seulement trouver des solutions, mais le faire justement avec beaucoup de créativité. Puis Iris parlait de l'amour impossible entre Roméo et Juliette. J'ai envie de vous souhaiter de l'amour possible entre le milieu culturel, le milieu réglementaire. Je rêve beaucoup aujourd'hui le milieu technologique parce qu'il va falloir les trouver, ces solutions. Guillaume Prieur, Iris Buchard, un grand merci pour cette discussion très éclairante aujourd'hui. Merci. Je voudrais remercier avoir Beaumarchais à ce panel. Oui, techniquement, ça aurait été intéressant. Oui. Un grand merci aussi au Canadian Media Producer Association pour l'accueil. Merci évidemment à la Coalition pour l'expression des diversités culturelles, Marie-Julie, Aurélie, toute l'équipe, une organisation sans faille. Un grand merci aussi aux interprètes qui ont rendu possible donc cette discussion également en anglais. La conversation va se poursuivre, je pense. Oui, à coup sûr. C'est vraiment ce qu'on retient de tout ça. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui, qui ont posé des questions et qui repartent avec d'autres questions qu'on pourra aborder plus tard. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir.